La Voix des Bulles présente la splash page, la masturbation séquentielle de votre aire tegmentale ventrale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette splash page. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas faite. Donc une émission axée sur des rencontres et des petites chroniques, des petits débats, des billets d'humeur. Et pour l'occasion, nous recevons Nicolas et Thomas de Bubble App. Bubble, vous en avez sans doute déjà entendu parler dans nos précédentes émissions, car c'est notre nouveau partenaire commercial, entre guillemets, car nous avons décidé de, plutôt que d'aller sur ce grand site très connu et qui fait des jours primes, de passer par un petit acteur local qui proposait d'aller commander directement chez son libraire. Et ce que Guillaume a énormément apprécié. Salut Guillaume, Guillaume nous accompagne ce soir, il est donc libraire à la BDRI et il est aussi partenaire de Bubble parce qu'on peut commander chez Bubble directement dans sa librairie. Salut Guillaume. Salut Pierrick. Pour m'accompagner, il y a aussi Tizak. Salut Ti. Hello, salut à tous. Et Thio. Salut Thio, tu es dans ton Bonsoir. émission. Et nous recevons donc Nicolas Devé et Thomas, et j'ai oublié ton nom de famille parce que je suis nul. Pourtant, je l'avais Mourier. noté. Voilà, Mourier. Pourtant, c'est facile, il y en a plein des Mourier dans la BD. C'est vrai. Voilà, qui travaillent tous les deux chez Bubble. Nicolas Devé est un des cofondateurs de Bubble, l'application. Gère tout le côté un peu business, tandis que Thomas, lui, gère le côté médias, réseaux sociaux et un peu édition, parce que Bubble a commencé petit, j'ai envie de dire, en étant principalement une app de commande et de gestion de collection de BD. Et s'est ouvert petit à petit vers un côté média, en rachetant le réseau, les sites du réseau Arts liés à la BD, et un côté éditeur en publiant un livre de Thomas pour commencer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Je ne sais plus à quelle question répondre, du coup, il y en a eu beaucoup, mais pour recentrer, effectivement, Bubble, ça fait trois choses. En fait, c'est un outil qui permet à la fois de découvrir, d'acheter et d'organiser sa collection de BD. L'idée, en fait, c'est d'avoir un tout en un pour que quand on est passionné de BD, on puisse retrouver tout ce qui fait la vie d'un lecteur de BD, c'est-à-dire les infos, réserver ses BD chez un libraire indépendant ou les commander à la maison. Et bien sûr, organiser sa collection, savoir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Et les parties donc médias, il y avait déjà un peu du média chez Bubble depuis le début, mais évidemment pas aussi fort que sur 9e Art et Comics Blog, qui sont les deux sites du réseau Arts qui nous ont rejoints en fin d'année dernière. Mais du coup, ça va nous permettre de développer cette partie-là. Et la partie édition, Bubble Édition, dont Nicolas s'occupe, c'est un nouveau projet qui arrive. Donc, moi, il y a eu mon livre, L'Anthologie du 9e Art, qui est paru à la fin d'année dernière, qui était un premier volet et qui nous a permis de nous tester un peu. Et surtout, cette année, c'est Moundir de Yohan Kavech, qu'on a préfinancé sur Ulule, et qui va arriver là en fin d'année et qui va être notre premier gros projet BD. Alors Nicolas, quand tu as lancé Bubble, il y avait déjà, on va dire, de la concurrence sur le marché, des choses pour ce qui est gestion de collection déjà bien installées, je pense principalement à BDgest ou Bedovor, qui donc avaient des méga bases de données très violentes, et je sais que sur la gestion de collection de BD, c'est la base de données qui est un peu le point fort. C'était pas un peu intimidant de se lancer dans ce genre de projet, ou tout de suite tu savais où tu voulais aller pour avoir des points pour te démarquer un peu de cette concurrence déjà bien en place? En fait, on dit sur un marché que s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc ça, c'est le premier truc. Donc s'il y a de la concurrence, c'est une bonne chose. Et le truc pour se démarquer, que j'avais remarqué dès le début, c'est là où j'ai vu en fait, pour moi, un horizon possible, c'est que en fait, il y avait plein de sites web qui existaient, mais il n'y avait pas d'application. Et on était en 2016 quand même. Et donc les smartphones existaient vraiment depuis 2007, si je ne m'abuse. Et donc, il n'y avait pas d'application digne de ce nom pour ajouter en un geste toute une série, comme il en existait. Moi, je suis assez geek, j'ai pas mal d'apps, comme il en existe pour les caves à vin, pour les vinyles, et tout simplement pour les séries télé, comme Beta Série ou Tract TV. Anytime. J'ai trouvé que tout ce qui existait sur le web, et je crois qu'il y avait une app qui existait
à l'époque, mais ça n'était pas simple et c'était très orienté collectionneur. Donc, je dirais les deux choses différentes quand on s'est lancé, c'est qu'un, on a fait une app pour le grand public de la BD, où en gros, si tu veux enregistrer un Astérix, on va pas te demander si c'est le Astérix en Corse de 78, de 84 ou de 92. Et donc, tu peux enregistrer toute la série Astérix en un tap. Et la deuxième démarcation, du coup, c'est ça, c'est l'application mobile. On était pure player mobile. Comme on a grandi depuis, on a un site web, puisque ça permet d'avoir pas mal d'avantages. Aussi le site web pour les partager, les collections entre amis, pour s'envoyer des choses. Mais au début, entre 2016 et 2019, on était une application. Juste une application pure player. Donc on faisait que ça. Sur la gestion, donc et vous n'aviez pas encore le côté vente au départ, vous étiez vraiment que sur le côté collection? Les ventes, c'est arrivé en 2018. Au début, c'était que gestion collection. On commençait à faire du contenu puisque Thomas nous a rejoint pour commencer à écrire. C'est moi qui écrivais tout au début, puis en fait, j'arrivais plus à tout faire à un moment. Donc heureusement, j'ai eu un financement et puis Thomas nous a rejoint en tant que pigiste pour commencer à écrire des chroniques. Donc oui, le contenu a commencé assez tôt, je crois en 2017, hein, Thomas. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ensuite, la vision, c'était que comme on commençait à avoir des dizaines de milliers d'utilisateurs, et ben le point commun entre eux, c'est qu'ils s'achetaient tous de la BD papier. Donc on s'est dit que c'était une opportunité. Et au lieu de ce qu'on fait beaucoup sur le web ou les apps, de rediriger vers des vendeurs comme Amazon ou faire de l'affiliation, on s'est dit qu'on allait essayer de les garder et d'essayer de leur rendre service dans Bubble pour qu'ils constituent leur panier et après d'envoyer la commande à des vendeurs comme une marketplace, donc à des libraires soit indépendants en click and collect, soit du coup à un libraire qui s'occupe de la livraison à domicile. Mais ça a commencé en 2018, je dirais, ce côté marketplace, ce côté un peu ce côté vente. Et ça marchait, franchement, ça ne marchait presque pas, quoi. Ouais. C'était difficile ça au départ, le côté vente Très difficile parce qu'en fait, on a eu la beauté et toute la difficulté du début, c'était qu'on avait fait une belle application gratuite, on avait plein d'utilisateurs et on avait pas mal de trafic, donc on commençait à avoir des coûts serveurs qui coûtaient assez cher. Et puis on était 3, donc Thomas, Benoît et moi, on commençait à avoir quelqu'un en service client qui aidait. Il faut savoir qu'on a à peu près 300 conversations par semaine de gens qui nous contactent. Là aujourd'hui, mais on en a déjà pas mal en 2017-2018, mais en gros, on commençait vraiment à avoir pas mal de charges déjà. Donc ouais, puis vous êtes assez réactif. Hein. Là, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai posé une question, j'ai eu une réponse, mais à une vitesse assez impressionnante, on va dire. Ouais, et on essaye de faire le mieux sur le service client, absolument. Mais là où je veux en venir, c'est que l'erreur originelle qu'on avait fait au début, c'est qu'on a vraiment habitué les gens au gratuit, quoi. On avait une belle app gratuite, entièrement gratuite, sans version avec fonctionnalités avancées. Tout était gratuit. Et quand on a mis en place des fonctionnalités avancées, donc qui étaient payantes, quand on a mis en place l'achat, en fait, c'est pas facile parce qu'on avait les gens qui n'étaient pas du tout habitués à acheter par nous. Donc le vrai tournant de Bubble, c'est en 2019, pardon, oui, je crois en 2019. Où on a mis en place en fait ce qu'on appelle Bubble Infinity, qui est une version payante, mais qui devient gratuite si les gens s'achètent des BD ou commandent des BD ou réservent des BD par Bubble. Donc ça, c'est un truc qu'on a un peu inventé. Donc, en gros, on essaie de créer un cercle vertueux où si les gens s'engagent dans Bubble, s'achètent des BD à leur libraire ou alors en livraison domicile, eh bien, ils sont récompensés par des mois d'abonnement. Oui, en gros, vous avez eu les débuts de toute start-up qui a une bonne idée mais qui ne sait pas encore comment il va la financer. Exactement. C'est presque un peu classique. Justement, on va revenir sur ce côté collection. Guillaume, tu nous as préparé une petite chronique sur comment gérer sa collection de BD. Alors Guillaume, comment tu gères toi ta collection de BD? Alors très honnêtement, je vais vous faire la chronique comme je me suis posé la question de gérer ma collection de BD, à savoir à tâtons, parce que voilà, je suis lecteur de BD, pas forcément un furieux collectionneur, même si j'ai des petits travers et que j'aime bien les jolies éditions. Voilà, je vais pas non plus faire des pieds et des mains pour avoir la super édition de La Mort qui tue.
Moi, ce que je cherche dans un livre ou dans une BD, c'est avant tout de la lecture. Donc bon, s'il faut choisir entre une super édition collector et 3 BD, le choix est très rapidement fait. Donc moi j'ai commencé d'abord comme je voulais juste un outil pour m'aider à me souvenir de ce que j'avais parce que quand j'étais jeune, j'ai commencé avec quelques BD et une bonne mémoire et puis ma collection a grandi et ma mémoire a réduit. Donc il a fallu se poser la question de quelqu'un qui pense pour moi. Donc j'ai essayé des sites gratuits, BD Sanctuary pour ne pas le citer, qui a fait le job un temps, mais qui avait un gros problème d'interface, euh, qui n'était pas super user-friendly et qui manquait de fonctionnalité, et pas forcément si évident que ça à rentrer une BD, une collection complète dedans rapidement. Bon, j'ai regardé du côté de BD Gest pour ne pas le citer non plus. À l'époque, l'application n'existait pas. Et je me suis très rapidement heurté au fait que c'était payant et je voulais pas non plus payer un service parce que bon, le service de BDG était très complet, mais clairement, j'avais pas besoin de tout ce qu'ils proposaient, donc je voyais pas l'intérêt de payer. Il y a eu une tentative d'application sur une gestion de collection de mangas qui n'a pas duré, qui n'a pas survécu autant. Bref, j'ai cherché et j'avais même arrêté de chercher parce que voilà, je cherchais justement un outil qui m'aidait juste à savoir ce que j'avais pour éviter d'acheter les doublons, parce que ça fait un peu brouillon d'acheter des doublons. Au bout d'un moment, c'est vite compliqué de stocker déjà, et puis ça revient vite cher. Et donc voilà, j'avais abandonné l'idée en fait. Donc comment on verrait sa collection de BD? Je, Ça va à mon avis dépendre de ce que vous en voulez exactement. Donc si vous êtes collectionneur, alors effectivement, une application complète qui va vous permettre de gérer les différentes éditions avec est-ce que c'est dédicacé ou pas. Par exemple, Bubble le fait ça. Est-ce que c'est une première édition ou pas? Est-ce que bref, tous ces petits détails qui sont chers à un collectionneur et qui sont aussi importants pour sa collection, valoriser sa collection pour soi et auprès de ses amis. C'est voilà, c'est une façon de gérer sa collection et ça demande une application, un site internet ou n'importe quel autre outil complet et donc beaucoup de travail derrière et à mon sens c'est difficile de trouver quelque chose de gratuit dans ces conditions. Bon, moi c'était pas ça que je cherchais, je suis plutôt dans, comme je disais dans l'autre catégorie. Moi je cherche avant tout une petite base de données personnelle que je peux consulter rapidement, facilement remplir tout aussi rapidement et facilement et qui me permettent de me dire ah, tiens allez je m'achète au hasard le dernier One Piece alors ah ben non tiens j'ai raté les 2 derniers d'avant donc c'est bon je peux y aller ou tiens ça y est super enfin Elric et tout ah non c'est vrai celui-là je l'ai eu il est sorti il y a 2 ans Ouais, puis c'est vrai que c'est dur sur les donc trucs voilà. comme One Piece, savoir quand on en est au numéro 97, si on a déjà acheté le 96 et le 95, on s'en souvient pas forcément, quoi. C'est ça, mais puis même, tu vois, des fois, des BD dont t'es fan, hein, comme je disais, Elric, et que tu attends la sortie à mort à chaque fois, et puis tu rentres dans une librairie et tu fais pas attention, ah, trop bien, il y a Elric, parce que le libraire, il est fan et qu'il a laissé en avant, cet abruti-là, et du coup, tu dis, ah, trop bien, je le prends, et en fait, non, tu l'as déjà parce que ça fait 2 ans qu'il est là, parce que le libraire est vraiment fan, Et, et, et que voilà. et le fait de Donc, devenir bon, libraire, ça a changé tes habitudes? comment ça? Alors, justement, pour finir sur la chronique, finalement, j'ai trouvé l'outil. Hein, je suis aussi utilisateur final de Bubble. Et bah, en fait, je l'ai découvert par le biais d'un client à la base qui m'en a parlé. Et parce que bah, plein de clients me parlaient d'outils de gestion et je savais pas quoi leur proposer. Et donc, c'est un très bon client qui est parti depuis qui m'en avait parlé, qui m'avait dit, tu vas voir, c'est trop génial, regarde, regarde, regarde. Et effectivement, j'ai regardé, c'était pas si mal. Et il se trouve que peu de temps après, j'ai eu un coup de fil d'un certain Monsieur Devé qui me proposait de devenir partenaire. Et donc j'ai trouvé ça plutôt chouette. On a signé assez rapidement. Bon, enfin assez rapidement pour la BDRI, hein, parce qu'on tergiverse beaucoup, on réfléchit beaucoup avant. En plus, à cette période-là, la trésorerie était pas toujours au beau fixe. Donc voilà, après moultes efforts de notre côté et du côté de Bubble et de Nicolas, on a finalement signé ensemble.
pour proposer, justement, c'est ça que j'ai apprécié dans l'application, la possibilité d'avoir un mois gratuit, puisque quand on devient partenaire, on a un petit code qu'on peut offrir aux clients qui leur offre un mois d'Infinity gratuit. Euh, Après, bon, au tout début, quand je l'ai signé moi, il n'y avait pas effectivement le côté réservation de BD. euh, qui est un vrai plus. Honnêtement, c'est un très bon outil pour nous. D'autant que il y a Vous avez, tous les petites features qui vont avec, vous avez genre beaucoup c'est bon, la d'utilisateurs qui commande passent est par prête, Bubble? ça envoie directement sur le téléphone du client. J'ai pas de questions à me poser sur les SMS ou les emails ou les appels téléphoniques. Donc Ouais. Vous avez beaucoup c'est vrai d'utilisateurs que qui passent par Bubble, vous de clients qui passent par Bubble? alors en fait alors on en a quelques-uns. J'en ai poussé quelques-uns dedans parce que comme tu le sais, on a l'historique d'achat, donc c'est bien, c'est pratique. On peut dire aux clients ce qu'ils ont acheté chez nous, mais on peut dire aux clients que ce qu'ils ont acheté chez nous. Et je peux décemment pas demander à mes clients de toujours tout m'acheter chez moi, parce qu'il y a des titres que j'ai pas. Je t'avoue qu'à un moment, j'achetais que chez vous Voilà. pour ça aussi, hein. Oui, Vous étiez oui. mon Après, gestionnaire de collection de BD quelque part, hein. oui. Après, je nierai à la librairie, je nierai le fait d'avoir dit que j'obligerai pas mes clients à tout acheter chez moi, hein, mais Mais bon, oui, j'ai proposé pas mal les gens dedans au début, et notamment parce que c'était gratuit et que je trouvais ça très très bien. Donc j'ai été très déçu quand j'ai appris que l'application devenait payante. Je me suis dit merde, ça fait chier. D'abord en tant qu'utilisateur, ça me gonflait parce que je n'avais pas envie de payer. Puisque pour moi c'est donc une mini base de données, même si je conçois évidemment, venant de l'informatique moi aussi, que tout ça a un coût et qu'il faut le payer. Et, euh, et enfin voilà, au début le modèle c'était plutôt tout gratuit, sauf certaines options en plus. Et puis un jour c'est devenu tout gratuit jusqu'à 300 titres, après il faut tout payer. Et là je me suis retrouvé un peu couillon face à mes clients. Donc heureusement j'avais toujours la possibilité du mois à offrir. Et puis très rapidement, ils ont mis en place la réserve, enfin la réservation en ligne. Et là, là, les clients ils me disent, les clients me disent ouais, c'est payant, oui, oui. Enfin, en même temps, vous achetez des BD combien de fois par mois, combien de fois chez moi? Ouais, une, deux, trois fois. Bah voilà, en fait, c'est gratuit. Comment ça? Bah vous avez un mois à chaque fois. Donc et puis c'est cumulable, donc en fait c'est gratuit. Donc c'est très bien parce que avant qu'ils mettent ça en place, je me suis dit je vais peut-être arrêter le partenariat. Et puis j'essaierai de me tenir droit dans mes baskets devant mes clients. Et finalement, ils ont fait ça, donc ça va, j'ai continué le partenariat et je suis toujours droit dans mes baskets devant mes clients. Donc tout va bien. Donc moralité, pour en revenir à ce que je disais au début, une collection, fonction de comment vous voulez la gérer, comment vous voulez vous l'appréhender plutôt, euh, bah, vous la gérez différemment. Et Bubble est un très bon outil pour les lecteurs qui veulent savoir où ils en sont et les collectionneurs pas forcenés comme moi. Comme ça, de temps en temps, je prends le temps de me renseigner ceux qui sont en édition originale et ceux que j'ai dédicacés. Et Voilà. vous, chez Bubble, Nicolas et Tom, vous faisiez comment avant d'avoir Bubble? Je sais pas pour Thomas. Moi, j'avais pas d'app, hein. Moi, j'étais vraiment un tout petit. J'avais moins de 300 BD. Et donc, j'avais pas besoin enfin, j'avais pas de liste, quoi. Je sais pas pour toi, Thomas. Moi, j'avais pas de liste non plus, mais comme j'étais libraire aussi je connais pas Guillaume personnellement, mais juste de nom, mais par contre, j'ai travaillé dans des librairies concurrentes à Aix-en-Provence. Et Ah là là. du coup, j'avais Ah! la déformation Quoi? professionnelle. Du coup, Tu as été à je retenais pas l'autre? mal. Ouais, donc la différence Et non, française. Hein? Oui, pardon, Tom, Pardon, tu j'ai pas disais? entendu. Oui, pardon, j'ai pas entendu la question. Tu étais à l'autre librairie? Aixoise? En fait, j'ai été à la Licorne, pour ceux qui Ouais. connaissent, à un moment donné. Ouais, mais ils Et sont pas après, j'ai affiliés été Bubble. dans une librairie avec un logo au fond orange qui vend aussi des grille-pains maintenant. Ah, Orange cacadois. Ouais, c'est ça. ouais. D'accord. Ouais, mais les licornes, ils sont pas affiliés Bubble. Donc c'est pas grave. Non. Ah, les migneux. Ouais. Mhm. Et vous, chers collègues, Thierry, Thio, vous avez des techniques?
Alors, pour de mon côté, j'ai fait un tout petit, hein, il n'y a pas eu, pour un Ah petit bah ça y moment, j'ai est, pas maintenant eu- que tu as quelque chose d'intéressant à dire, ton micro déconne, Thierry. Thio, Ah, c'est vas-y. ballot, ça. Ouais. Il est bien ce micro. Ouais. Thio, vas-y. Il nous sauve. Ouais. Bah écoute, moi ça a été. Je vais un petit peu rejoindre Guillaume, c'est qu'au début, quand tu as une petite collection, bah, tout se passe relativement facilement. À partir du moment où tu commences à arriver à avoir, on va dire, plus de, on va peut-être 400 ou 500 bandes dessinées chez toi, tu commences à avoir un peu du mal à faire le tour et surtout à te rappeler, par exemple, déjà, même les séries que tu suis, comme des fois les sorties sont pas toujours, on va dire, régulières, des fois c'est un petit peu dur de suivre complètement la Ouais. série. Disons que savoir quand Alors le c'est vrai que prochain moi, Sasmira va sortir, c'est pas évident, quoi. c'est ça. Donc du coup, alors je me suis tourné au tout début, parce que donc là, tu vois, je suis un peu revenu en 2008. Moi, je me suis mis sur Bédovore, en fait, pour avoir un site qui te permet, voilà, d'avoir, on va dire, un petit condensé de ce que j'avais. Mais je ne mets quasiment plus Bédovore à jour. Parce que le problème que j'ai avec Bédovore, en fait, c'est que Bédovore n'est que sur mon ordinateur. Et la version en ligne sur ton téléphone, bah, j'arrive jamais à avoir tout l'affichage qui se fait, donc du coup compléter les séries au fur et à mesure que tu les achètes, c'est compliqué. Bah, Ce qui oui, fait oui, que du coup Bédovore a une Bédovore, je ne interface très à l'utilise plus l'ancienne. du tout. Ouais, Bédovore a une interface très, très à l'ancienne, qui n'est pas mobile first, comme on dit maintenant, et qui rend les choses complexes. Alors C'est moi, ça, c'est que du coup, moi je l'utilise quasiment plus désormais. Voilà, là c'est clair, c'est même, bah, je dis même quasiment plus, je dis même plus du tout. Et voilà, quand tu as commencé à me parler de Bubble, à me le présenter, ça me tentait un peu. Là, avec ce qu'a rajouté Guillaume, ça me tente encore plus, donc je pense que ça va être mon petit travail du mois de juillet de justement mettre ma collection sur Bubble et voilà, d'essayer de gérer un peu mieux les choses et puis déjà aussi de faire un petit retour sur une collection qui commence déjà à être un peu grosse, on va dire. alors moi j'avoue, j'étais sur BD Gest, et en fait, un des premiers intérêts qu'il y avait, c'est que quand je commençais à avoir une belle collection de BD, dans une pièce dédiée dans une maison, j'ai commencé à me dire, ouais, et si ma maison brûle, j'ai commencé à me poser des questions d'assurance, en fait. À C'est vrai que, l'assurance, ok. ouais, et les questions, voilà, parce que, bah, je suis pas attaché à des premières éditions, etc., mais il y a des bouquins que j'ai qui ont une valeur sentimentale, en plus d'avoir une valeur commerciale. Et c'est vrai que bah, quand on commence à avoir beaucoup de livres, les questions d'assurance commencent à se poser dans une maison. Et bien déjà, c'était pas mal pour ça, surtout que c'est vrai qu'ils ont une base de données vraiment collectionneur, très très complète. Et c'est un des sujets sur lesquels je voulais revenir par rapport à Bubble, justement. C'est pas difficile d'avoir une base de données à jour, notamment concernant bah, des vieux titres. Moi, je donne un exemple, hein, j'ai beaucoup de fascicules sémiques en comics, mais des tonnes et des tonnes. Je sais que vous les faites pas encore, que c'est dans vos projets un jour. Et justement, comment est-ce que vous vous organisez pour essayer de récupérer des données, récupérer des infos? Vous avez en dehors des éditeurs qui, j'imagine, vous donnent comment leur listing de sortie, qui doivent être faciles à peut-être à rentrer dans des bases de données. Pour les vieux trucs, vous faites comment? Alors, j'essaie de pas faire une réponse en 30 minutes. C'était vraiment un sujet qui a failli ne pas faire naître le projet en fait, parce que dans beaucoup de domaines, il y a de l'open data et qui est normalisé, organisé. Si vous voulez faire une aide dans les transports, vous pouvez vous connecter à une API et tout va bien. Mais dans le livre, où moi je pensais naïvement que le livre, c'est la France, c'est bien fait et que il y avait de l'open data de tous les éditeurs qui s'étaient. Bah, en fait, non. Il n'y a pas d'open data. Il y a des copyrights, il y a des droits, donc c'est pas facile. Les éditeurs nous filent rien. Ah ouais, Les même les éditeurs, éditeurs? en Même fait, les éditeurs? nourrissent un flux qui s'appelle le fichier exhaustif du livre, qui s'appelle le FEL, auquel il faut souscrire de manière payante pour avoir un flux qui est, lui, dans sa forme dégueulasse. C'est-à-dire qu'il n'est pas normalisé, standardisé. Pour ceux qui sont en base de données, bah, il va y avoir, en gros, il n'y a pas une seule clé pour un auteur, quoi. Il peut y avoir un auteur qui va être écrit de 14 façons différentes, ou Astérix qui va être écrit de 18 façons différentes, avec des minuscules, des majuscules, enfin voilà, plein de problématiques comme ça. Donc ça a été une tâche immense au début, de créer la base de données.
Et d'autant plus que la difficulté quand on veut être un modeste gestionnaire de collection comme nous, c'est qu'il n'y a pas que le catalogue commercialisé. Toute la difficulté, c'est ce qui n'est plus commercialisé. Donc assez vite, on a mis en place ce qu'on appelle du crowdsourcing. Et du coup, il y a vraiment beaucoup d'utilisateurs qui nous font des signalements et qui nous envoient des albums à ajouter. Et donc, si encore il y avait que les mangas c'est assez pratique parce que c'est bien fait, c'est à la japonaise, c'est quali, c'est régulier. Les BD, c'est pas trop mal, ça dépend des éditeurs. Mais le pire, c'est les comics, ça, clairement. Les comics avec le MCU et DC, on a deux univers qui ont parfois des noms très proches, comme vous savez. Et puis il y a les fascicules qui rentrent dans des paperbacks. Non, mais j'ai l'exemple de Daredevil. Je crois que je dois avoir 4 ou 5 Daredevil numéro 1 dans ma collection en VF. Donc c'est pas évident. Voilà. Gros casse-tête. À ça s'ajoutent les albums qui n'ont pas d'ISBN, donc les albums qui sont édités avant 1982, je crois. Donc ça c'est compliqué aussi, mais on ne peut pas encore les rentrer dans Bubble. Et aussi tout ce qui est magazine. Donc je sais plus comment ça s'appelle dans les comics là qu'on trouve en librairie, mais les magazines où il y a des fascicules en librairie, en fait c'est le même EAN tout le temps. Donc ça c'est un casse-tête pour nous parce que nous on a le EAN comme identifiant unique. Donc on n'est encore pas du tout aussi parfait que d'autres bases. Mais on essaye toujours de s'améliorer. C'est un travail permanent d'entretien. Voilà. On est connecté à des bases de données, par contre, nous-mêmes, auxquelles tout le monde peut aller, c'est Google Books. On est connecté à la BNF qui a une base de données aussi qui est plus ou moins propre. Mais on essaye de faire ce travail permanent de nettoyage, d'ajout, voilà. Mais c'est un énorme travail en fait. Alors, moi, j'avoue que le crowdsourcing est toujours un sujet que je trouve un peu délicat, parce que j'en ai fait pour BD Geste quand j'ai voulu rentrer mes BD, et je me suis rendu compte que ça prenait un temps de malade, en fait, que si tu veux bien faire les choses. Est-ce que vous envisagez, et que chez BD Geste, voilà, tu payais pour avoir une base de données, et en plus tu prenais de ton temps pour rentrer les données, est-ce que vous envisagez des solutions pour récompenser les gens qui vous donnent un coup de main là-dessus? Je sais pas, genre t'as corrigé ou rentré 10 fiches, t'as droit à une semaine gratos d'Infinity. Vous envisagez ce genre de solution, ou pour le moment, d'un point de vue de votre modèle économique, c'est pas encore possible? Oui, alors on l'a fait une fois, on l'a fait ponctuellement au lancement de notre version payante. En fait, on a récompensé beaucoup parce que, en fait, dans les pionniers, je sais pas, dans les 5000 premiers utilisateurs, comme d'hab, souvent dans un logiciel, dans un service, c'était les plus engagés. Donc c'est eux qui ont beaucoup nourri, qui nous ont beaucoup aidés en fait à nourrir la base de données, à nettoyer. Donc on a du coup accordé beaucoup de bonus de notre version payante à tous ces gens-là au moment du lancement de la version payante. Après, par contre, on s'est dit en 2019 qu'on allait le mettre en place systématiquement, et puis on l'a pas encore fait. Avec une boucle de gamification qui dit si vous signalez, si vous ajoutez des BD, si vous mettez des commentaires, si vous notez les séries des BD, en effet là, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Ouais, pour créer de l'engagement. Ouais. D'accord, c'est une bonne nouvelle. Parce que moi, j'avoue, j'ai déménagé ma collection de BD, je suis en train de la re-rentrer intégralement. C'est du taf. Petite question, est-ce que vous avez un moyen de vérification derrière des informations qui ont été rentrées par des utilisateurs lambda pour vérifier l'exactitude? Ouais, absolument. En fait, c'est pas automatique. Donc, il y a de l'humain derrière. Ça fait partie du job de notre service client. Et on a recruté aussi 3 modérateurs à qui on offre quelques BD chaque année. Ouais, on a un formulaire de soumission, et ce formulaire, donc, il passe en validation devant ces gens-là, en fait, tout simplement pour valider ou corriger les données que les gens ont. Super, parce que moi ça faisait partie, donc tout à l'heure j'ai été coupé, mais dans l'idée de BD Geste, tout à l'heure, moi c'était l'une des problématiques que j'avais, c'est qu'en fait, sans avoir une collection de BD underground, je me retrouvais avec énormément de titres qui n'étaient pas référencés chez eux et où je devais me taper toute la fiche descriptive.
avec des éléments qui sont faciles à trouver, d'autres éléments, on les rentre un peu comme on les rentre, avec potentiellement des erreurs de frappe ou des erreurs tout court. Oui, Donc jusqu'à. justement, c'était pour savoir s'il y avait une vérification derrière, donc tant mieux. Non, mais moi, je vois un truc Ouais, il y qui a une m'énerve. vérif, et même c'est mieux chez nous, c'est que si jamais la BD, on la trouve dans un des flux auxquels on est connecté, on va déjà te pré-remplir tous les champs au max. D'accord. Parce que moi, je Et sais des que gestes la fermer. un des soucis que j'avais chez BD Gest à l'époque, c'est que bon, j'ai un peu mes tocs, hein, des fois je suis un peu violent là-dessus. Quand je voyais écrit en genre comics ou manga, j'étais horrifié parce que pour moi comics et manga c'est pas un genre, c'est une origine. Je veux dire, il y a des mangas de super-héros et il y a des comics intimistes, tu vois. Donc j'avais un peu du mal sur certains types de classements qui pour le coup effectivement sont assez personnels, chacun a sa façon de faire. Et je sais que souvent sur les bases de données, qui utilisent du crowdsourcing, c'est pas évident de faire ce genre de classement. Et pour te donner une idée, hein, après on est dans un autre domaine, moi j'avais bossé pour le site Le Grog, le guide du rôliste galactique, une base de données de jeux de rôle. Ouais. Et effectivement, rentrer une fiche, on avait des critères pour que les fiches soient au taquet et le plus cohérentes possible dans le site. Et on voyait que même les critères ont évolué énormément du début à la fin. Nicolas, il semble que tu devais nous quitter. Tu nous avais dit que Ouais, j'ai encore un peu de temps, en fait, je me suis arrangé. tu t'es arrangé. Ah bah super. Donc, avec plaisir pour rester avec vous, sauf si vous ne voulez plus de moi. Ah non, mais... Ah non, c'est très bien. Moi justement, j'avais encore une petite question, parce que ça faisait partie de mon intervention ratée de tout à l'heure. Ouais, mais ton micro marche, vas-y. Moi, pour le coup, à la base, c'était surtout le grand garçon de ma femme qui est fan de BD, ainsi que son père, et qui donc utilise BD Gest. Et donc moi, ça me sert pour savoir où est-ce qu'il en est de ses collections, parce qu'il a du coup des bandes dessinées qui sont séparées, et des collections séparées entre ce qui se passe chez son père et ce qui se passe chez nous. Et donc c'est très pratique de savoir où est-ce qu'il en est, à ceci près qu'il est obligé de nous donner ses codes d'accès à BD Gest. Est-ce que vous avez envisagé justement un système de classification, on va dire familiale, avec plusieurs personnes, et donc plusieurs comptes disponibles, affiliés à la même source de compte, à la même racine? Oui, ça fait partie des options envisagées mais non planifiées. On l'appelle le Bubble Family chez nous. Mais c'est soit avoir plusieurs bibliothèques dans son profil, soit en effet avoir plusieurs profils sur un compte. Ouais. Mais c'est vraiment assez compliqué à faire en fait. Mais quand même, on peut dire que déjà maintenant, les utilisateurs peuvent partager avec un lien leur bibliothèque. Absolument. C'est-à-dire que je peux choisir de partager ce que je possède pas aussi. Par exemple, une liste d'envie, si on veut lui acheter des choses, il peut envoyer que la partie qu'il possède pas. Donc ça, c'est assez pratique, parce que même si on n'a pas accès à sa collection, lui peut donner à un instant T, voilà, ma collection, c'est ça. Et du coup, en regardant le lien, je peux savoir ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, ce qu'il souhaite, ce qu'il y a dans son agenda, etc. Nickel. Ça répond à un vrai besoin de famille, ça. Ouais, c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle on a fait un site web, pour que ça partage les comptes et les profils entre les gens. Eh bien, nous allons partir sur cette partie maintenant de l'achat de BD. C'est mon tour de faire une petite chronique. Où achetons-nous nos BD et pourquoi? Et je vais bien sûr me baser sur mon cas particulier. Moi, je suis un acheteur de BD compulsif depuis tout petit. Hein. Mes premières BD étaient achetées par mes parents dans les kiosques, hein, c'était les Picsou, etc. Grâce à ça, j'ai pu lire la jeunesse de Picsou et donc découvert que Picsou pouvait faire quelque chose de... Voilà, le coup de cœur de ma vie, je le relis régulièrement, ça fait partie des rares BD que je relis régulièrement. Au début, j'avais mes libraires, parce que oui, on a nos habitudes de libraire. En plus, moi je suis dans un coin paumé en Corse, il y avait une librairie spécialisée à l'époque, qui m'avait même embauché pour faire des paquets cadeaux à un moment, bref, c'était très cool. Mais est arrivé le moment où tu déménages, tu dois te trouver un libraire. Et à l'époque, j'ai déménagé à Aix-en-Provence, et là, j'ai rencontré une librairie spécialisée comics qui s'appelait La Bulle Noire 2, qui était tenue par ma libraire préférée, désolé Guillaume, Dali, qui m'a fait découvrir des choses de malade en comics VO à l'époque, parce qu'à l'époque, je lisais de la VO, j'ai arrêté, je suis devenu flemmard. Et puis La Bulle Noire est devenue un album. Donc j'ai continué à aller là, je suivais mes vendeurs, et puis La Bulle Noire a fermé. Et là j'ai fait quelque chose de terrible.
Parce qu'il faut savoir que j'habite à 20-25 minutes de la librairie d'Aix, en fait. Que plus le coût du parking, etc. Quand je vais chez mon libraire, c'est pas super rentable en vrai. Euh, Bref, je suis passé chez Amazon. Et en fait, c'est vrai qu'Amazon, tu te rends compte que c'est un service. Oui, je sais, mais c'est un service super bien foutu. Ça a toujours bien fonctionné, les retours marchaient bien, t'étais livré vite fait, c'était grandiose. Alors je faisais aussi un petit peu de Cultura, il y avait le Virgin à l'époque. Et même, je me suis rendu compte que même chez les Virgin, ils pouvaient avoir des vendeurs compétents et intéressants. Parce que j'avais un certain a priori sur les vendeurs, hein, quand même, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que sur l'achat en ligne, quand j'ai commencé à chercher où acheter, il y a eu d'autres sites, je crois que c'est BDFUG par exemple, qui est un des gros sites de vente, il y a la Fnac aussi. Euh, mais je ne trouvais rien qui soit aussi satisfaisant qu'Amazon. Alors, coup de chance, ma libraire a rouvert une librairie, donc entre autres avec Guillaume, et j'ai recommencé à me taper près d'une heure de route pour aller me dépenser mes 200 euros de bouquins. Heureusement, j'y vais que tous les 3 mois parce que j'ai des enfants, j'ai plus le temps. Ils sont contents de me voir d'ailleurs en général. Et oui, c'est devenu ma façon d'acheter les BD. Maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est arrivé à un moment où, même en dehors des sites internet, où effectivement, je pense qu'il est difficile de, de concurrencer Amazon au-delà de ce que vous proposez chez Bubble, c'est-à-dire de dire on vous propose d'acheter chez des libraires partenaires et donc on a ce sentiment de participer aussi au commerce local, hein. Ce qui est quand même, enfin moi c'est quelque chose qui me fait plaisir plus que de soutenir Jeff Bezos qui a fait quelque chose de très bien avec Amazon, hein, mais qui a ensuite très très mal géré ses employés. Bref, je vois que ouais, la BD est arrivée en supermarché. Édouard Leclerc a été fan de BD et en a mis des tonnes. On a eu les Cultura, on a eu les Fnac, etc. Et les librairies spécialisées. Mais c'est vrai que ce petit plaisir que tu as quand tu rentres dans un lieu dédié, purement, où tu vois que c'est tenu que par des passionnés, et ben ça vaut voilà, c'est 40 minutes de route pour ça, quoi. Même si, voilà, maintenant qu'ils ont une librairie qui marche pas mal, ils ont plus trop le temps de parler, hein, mes vendeurs préférés. Euh, Ils sont, Désolé. ils sont obligés de donner des conseils aux clients, tout ça, alors que moi je suis prêt à rester 2 heures à dire des conneries. Ce qui fait que pour discuter avec eux, j'étais obligé de les inviter sur mes podcasts. Voilà. Et vous, comment vous achetiez vos BD je sais pas pour Nicolas, Thomas, vous aviez des réseaux, des libraires que vous aimiez ou vous faisiez des choses mal? Vas-y Thomas. Ouais, bah moi en fait j'ai acheté beaucoup chez les libraires aussi, j'ai le même truc que toi, j'adore discuter avec eux et donc j'ai habité et bossé à Aix-en-Provence, donc c'est une ville qui a beaucoup de librairies, donc Ouais. c'est comme en région parisienne, c'est une des rares villes où en fait tu as 25 librairies de tout type partout. J'avoue que Donc moi ça c'est j'adorais cool. aller au rayon BD de Goulard juste parce Voilà. que c'était classe. Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a de partout, même des généralistes qui ont des gros rayons BD assez bien fournis. Et du coup, moi, je fais ça. Et puis même maintenant, je continue. J'achète la majorité de mes BD sur Bubble, mais je continue de passer souvent dans des librairies. J'ai une librairie généraliste pas loin de chez moi que j'aime bien. Je vais les voir aussi. Je leur commande des trucs aussi pour les faire bosser. Et puis, j'adore, moi, ce que je fais, c'est, j'adore quand je suis dans Paris, bah, aller dans une librairie que je connais pas, juste pour voir ce qu'ils ont. Bah, évidemment, quand tu rentres dans une librairie, c'est rare que tu repartes les mains vides. Ah oui. Moi j'avoue que quand j'allais jeune à Paris, c'était pour me faire Tonkam, rue des Écoles, le album, Arkham. Voilà, j'avais mes adresses, j'étais obligé d'y passer. Nicolas, toi de ton côté? Ouais, moi ça va être simple. Toute mon enfance, moi je suis un enfant Fnac. J'ai lu des tonnes de BD à la Fnac des Ternes pour être exact. Euh, et puis après, c'était beaucoup moins bien fait, ou je pense que c'était plus du tout fait pour lire les BD à la Fnac, donc j'ai arrêté. Après, j'ai eu un gros trou de bande dessinée puisque j'en ai plus lu pendant presque 10 ans. J'étais étudiant, j'étais un peu fauché, et j'y suis revenu après un moment. Et en fait, au moment de préparer Bubble, bah, j'ai visité pour prendre un anglicisme. Non, mais j'ai rencontré pas mal de libraires indépendants, des libraires XP pour parler de ça. Et du coup, bah, je me suis remis à acheter des BD en librairie indé.
tout simplement. Et là, c'est une plaie. Alors, je m'en achète sur Bubble, parfois en click and collect aussi en livraison, mais bah, moi, comme je vais beaucoup voir les libraires, dès que je suis en vacances, j'essaye d'en voir un. Donc, bah, je m'achète beaucoup de BD à chaque fois que je vais voir un libraire. Le Et donc, piège. j'ai une pile à lire qui s'incrémente plus que ce qu'elle ne descend. Oui, mais rassure-toi, nous on en est arrivé là aussi. Nos piles à lire sont odieusement grandes. Sauf celle de Mathieu, parce que c'est lui qui lit le plus vite de l'équipe. Elle est raisonnable, la mienne, je trouve. Oui, parce que tu lis vite. Voilà. C'est ça. Donc, bah, nous allons pouvoir passer justement, Mathieu, sur ton côté de la chronique, très cher. Où prendre les conseils? Bah ouais, parce que c'est bien, on achète des tonnes de BD, mais on va pas acheter n'importe quoi non plus. Maintenant, Bubble, eux, ils ont un côté éditorial, il y a un côté donc média qui donne des conseils. Parfois des conseils c'est terrible, c'est-à-dire que je n'aime pas avoir trop de conseils quand ça donne envie en fait. Parfois c'est... Voilà, c'est dur. Je crois que vous avez parlé de Folklore il y a pas longtemps, et comme je viens de lire un truc de Matt Kindt qui a l'air trop, qui est trop bien, et dessiné par Matt Kindt, donc du Matt Kindt dessiné par quelqu'un d'autre, en plus ça en jette. Voilà. Donc, Thio. Alors, comment choisir sa bande dessinée? Où prendre les conseils? Vers qui aller prendre l'information? Est-ce qu'il faut aller voir le père Fouras sur l'île du Fort Boyard ou pas? Eh ben non, non. Où est-ce que ça a commencé pour moi les informations? Ben, d'abord, comme tu disais, Pierrick, tout à l'heure, en fait, moi j'ai commencé par du Picsou. Donc forcément, là, c'était mes petits yeux d'enfant et le porte-monnaie de ma mère et ce qu'elle acceptait d'acheter. Au départ, on est parti de là. Et finalement, ensuite, quand on commence à être un petit peu plus expert, on se dit, tiens, qui pourrait nous conseiller en bande dessinée? Euh, La première personne que je citerai, et malheureusement, je suis encore désolé, Guillaume, mais je vais citer un de tes anciens concurrents à Aix-en-Provence, parce que c'est le premier magasin de BD que j'ai fait. C'était Graines de Héros qui a disparu depuis. Et qui était du coup bah, le libraire en question qui était un super conseil, quoi. Un professionnel qui était passionné, mais passionné à 2 millions de pourcents, et qui avait du coup, en te connaissant un peu tes goûts, avait toujours le bon truc à te faire connaître, à te montrer, à mettre en avant, et je crois que c'est là où finalement tu trouves le plus le moment où tu échanges et tu discutes avec le libraire. Après, il y a les potes, parce que l'air de rien, monsieur One Eye Pied, si on a fait le One Eye Club, c'est un peu parce que nos discussions en bande dessinée nous permettaient, on va dire, de découvrir des choses et de se faire découvrir l'un à l'autre des trucs qu'on ne connaissait pas, parce que nous avions à l'époque des goûts qui étaient quand même très, 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 très à l'opposé géographique et même thématique. Oui, moi j'étais à fond Et comics à peu près à l'époque. à peu près tout en fait. On avait à peu près tout qui était à l'opposé à ce moment-là. Bien que maintenant on a quand même pas mal de centres d'intérêt communs. Euh, mais voilà, c'est ça, je pense que c'est. Ben, finalement, les conseils dans bande dessinée, je me fais attaquer, on les trouve par en fait les gens que tu côtoies dans la bande dessinée, quoi. Donc soit les libraires, soit les amis qui lisent de la bande dessinée. Et un truc que je faisais à l'époque, c'est que je lisais sur des sites de bande dessinée, donc sur BDGest ou sur Bédovore. Je lisais les avis en fait nouveaux que les gens proposaient sur telle ou telle bande dessinée. Ce qui nous a fait du coup découvrir, quand on a commencé le One Eye Club, euh, des, des, des- des trucs assez improbables que sans doute on n'aurait même jamais acheté en librairie, parce que de petits auteurs ou de petits éditeurs qui n'étaient pas du tout mis en avant à l'époque. Et voilà, en fait, je pense que c'est là où tu trouves le plus de conseils, c'est les passionnés, quoi. Oui, puis j'imagine que le crowdfunding a aussi amené pas mal de... parce que pour le coup, pour les émissions, tu t'y es intéressé. Tu t'es retrouvé à découvrir pas mal de trucs que tu n'aurais jamais vu avant, j'imagine. Ouais, mais le crowdfunding en même temps, c'est pas tant du conseil, c'est de la curiosité. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Le crowdfunding, en C'est fait, toi que qui comme farfouilles dans les bacs chez le disquaire.
C'est ça, c'est que le crowdfunding, grosso modo, quand là je prépare les émissions, j'ai ma liste de sites de crowdfunding et je passe peut-être une petite heure, 1 heure et demie à faire 6 ou 7 sites différents et tu te balades, tu as le visuel qui t'attire ou tu as le titre, alors du coup tu cliques, tu vas un peu plus loin, finalement tu te retrouves avec 25 ou 30 pages ouvertes sur ton écran et puis au fur et à mesure tu enlèves parce que ça te plaît pas finalement au niveau euh, on va dire la jaquette te plaisait bien, puis finalement quand tu vois le dessin à l'intérieur, tu te dis non, ça va pas me convenir. Finalement quand tu lis l'histoire, bof, ça n'a pas l'air aussi intéressant. Et finalement, voilà, je pense que le crowdfunding, c'est plus de la curiosité que du conseil. Le conseil, tu l'as vraiment par le lecteur ou par le professionnel, quoi. C'est celui qui va te donner, on va dire, des arguments, qui va essayer de te le vendre, finalement. Alors, Faut le dire justement, pourquoi, faut le chez dire. Bubble, vous avez le blog Bubble pour inciter sur une espèce de première page là, à aller voir telle ou telle nouveauté. Vous faites une sélection comment, justement? Vous vous basez sur les derniers éléments qui sont rentrés dans dans les bases de données ou vous avez un partenaire précis? Non, tout ce qui est le Media Bubble, en fait, c'est pas du tout lié au gestionnaire de collection ni aux bases de données. On fonctionne comme un média, c'est-à-dire que les éditeurs nous envoient la plupart de la production. Comme je disais, moi, de toute façon, j'aime bien farfouiller aussi dans les librairies, donc j'essaie de trouver des choses. Et comme tout média, on fait chaque semaine une réunion éditoriale et on regarde de quoi on va parler cette semaine et au plus général dans le mois. Et du coup, on fait notre sélection comme ça et on essaie d'apporter comme ça une proposition par jour ou 2 propositions par jour max de coup de cœur en équilibrant des BD, des comics et des mangas. Maintenant, on s'ouvre aussi au webtoon, on essaie aussi de faire de la BD jeunesse, enfin, on essaie de couvrir un peu tous les champs. Et donc, l'idée, c'est d'être à la fois éclectique et du coup, comme on est éclectique, on peut pas en faire beaucoup, et c'est-à-dire que chaque choix doit être un vrai choix. C'est-à-dire que dès qu'on va chroniquer quelque chose, c'est vraiment qu'on a envie de le transmettre, c'est vraiment qu'on a envie de défendre l'album, et on fait pas comme sur d'autres sites où on met des chroniques où on n'a pas aimé ou des choses comme ça. Nous, on essaie de dire, ok, on a peu de place, donc on fait vraiment ce qu'on a adoré et on dit pourquoi. Donc il y a une chronique qui est rédigée soit en interne par moi, soit externalisée avec des pigistes qui bossent avec nous, des pigistes pros. Et donc on éditorialise comme ça. Et en plus de ça, il y a les news. En ce moment, elles sont sur le site plutôt 9e art, puisqu'on a les 2 sites en parallèle. Mais donc voilà, tout ce qui est news de la BD, dès qu'il y a une annonce d'un album important, dès qu'il y a une adaptation en animé d'un manga connu, dès qu'il y a une disparition d'un grand maître de la BD, on fait un hommage, etc. Dès que Michael Youn va faire un film basé sur une BD. Ouais, c'est ça. Bah, t'imagines pas le nombre de clics sur cet article, Bah oui, mais il fait mais peur. je pense que les gens ont plus peur de ce qui va arriver que de savoir pourquoi. Voilà. Mon Dieu, j'ai raté un épisode. Michael Youn va faire une adaptation. De Raon. En fait, ouais, de Raon, Oh, il a putain. Voilà, désolé Guillaume, t'aurais pas dû venir en fait. T'as découvert un truc que tu voulais Je pas suis savoir. désolé, je pense que je vais pas dormir. On n'a qu'un seul espoir, c'est qu'il commence à parler qu'au bout de 25 minutes de film. Ou Non, mais qui joue pas ça va dedans. se faire, hein. Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que moi je sais que pour tout ce qui est conseil, moi j'utilise aussi pas mal, j'écoute beaucoup de podcasts, donc il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Pour ne citer que la concurrence, j'aime beaucoup BD sans modération et l'atelier BD. Qui sont vraiment de bons conseils la plupart du temps. Un peu trop parfois même parce que... Alors BD sans modération, ce qui est plutôt intéressant, c'est que souvent ils parlent de trucs qui ont déjà un peu du vécu, donc parfois c'est des choses que j'ai déjà lues. C'est plutôt bien foutu. Et justement, en parlant de conseils, toi Thomas, donc tu as été le premier auteur publié par les éditions Bubble. Ce que tu as fait, c'est un bouquin de conseils en fait. Comment est-ce Oui, qu'on c'est se ça, retrouve, exactement. comment est-ce qu'on se retrouve à faire une sélection, parce que ça reste quand même quelque chose de très... disons qu'il y a des bouquins, tu peux les choisir parce que même si t'as pas aimé ou quoi que ce soit, tu sais que ça a une valeur historique, que ça a une importance dans la bande dessinée, et tu dis ça, je peux pas ne pas le mettre. Mais pour le reste, comment est-ce que tu te retrouves, comment tu choisis? Ça doit être une horreur. Et ouais, c'était la partie vraiment la plus dure du livre, plus que faire valider des couvertures par des ayants droit japonais, par exemple, qui était pas une mince affaire, mais la sélection, c'était vraiment le plus dur de savoir qu'est-ce qui allait rentrer et qu'est-ce qui allait pas rentrer, parce qu'il y a 150 livres, et c'est découpé en BD, comics et manga, donc par exemple, pour la bande dessinée, il y en a que 50.
Donc là-dedans, il fallait mettre du grand classique, il fallait mettre des choses inconnues et il fallait mettre aussi des nouveaux auteurs qui allaient émerger, donc donner un peu l'impulsion de dire voilà, suivez ces auteurs-là, on vous conseille vraiment ça, enfin, je vous conseille vraiment ça. Et donc c'était le choix le plus dur à faire, mais par contre, par rapport à ce que tu disais, je me suis pas imposé de mettre des choses que je n'aimais pas. Il y a plein de grands auteurs qui sont pas dans le guide et je les ai pas mis parce que il y avait d'autres choses à mettre plus pertinentes à mon sens. Et donc voilà, donc c'est souvent des discussions que j'ai avec les lecteurs. J'ai pas mal de retours sur les réseaux sociaux après lecture du livre. Ah bah il y a pas tel auteur, ah bah il y a pas ça, je suis déçu. Ou alors ça aurait mérité vraiment dans les classiques. Mais du coup je l'explique un peu dans le livre, mais j'ai aucun problème à le défendre. Mais c'est que c'est un livre qui est une découverte, c'est comme un chemin, c'est-à-dire je propose des choses et une fois qu'on a lu les fiches sur tel album, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin parce que dans chaque fiche, j'essaye de faire des petites digressions ou de donner des conseils annexes, d'aller voir d'autres séries. Donc pour moi, c'est une idée de butiner un peu, c'est d'aller là-dedans et de se faire sa propre culture vraiment, quoi. Et justement, au niveau de l'éclectisme, après, je connais pas ton historique de lecteur, hein, mais traiter à égalité, enfin, j'utilise les termes un peu génériques, mais franco-belge, comics et manga, euh, c'était quelque chose qui a été facile pour toi, ou t'avais quand même plus d'affinité avec une origine BD-phile, j'ai envie de dire? Non, c'était assez simple. Moi, j'ai un parcours en fait qui est toujours qui est jalonné par la BD depuis longtemps. C'est presque une religion, même si le terme peut-être est pas bien choisi, mais depuis que je suis gamin, je fais des fanzines avec des potes, je lis de la BD, j'ai fait des études pour être libraire, j'ai été libraire longtemps. Après, j'ai bossé au Festival d'Angoulême pendant très longtemps, et au Festival d'Angoulême, j'ai fait beaucoup de missions différentes. Donc, j'animais en fait moi les réseaux sociaux et j'écrivais des articles pour le site. Donc, ça diffère pas beaucoup de ce que je fais maintenant, mais je faisais déjà ça et ils m'ont permis de faire commissaire d'exposition. J'ai modéré des rencontres avec des auteurs français et étrangers. J'ai été au comité de sélection donc pour les prix d'Angoulême, pour les Fauves d'Angoulême, donc j'ai fait partie de ce comité. Donc c'est depuis très très longtemps, moi je baigne là-dedans et les trois, pour moi les trois grosses aires géographiques que sont BD, comics et manga, c'est quelque chose que j'explore depuis un petit moment. Ce que j'essaye même de chercher maintenant, c'est que j'essaye d'aller dans des pays ou des zones en fait où on fait de la bande dessinée qui sont un peu moins connues. C'est ça qui m'intéresse plus actuellement. Mais par contre, aucun problème à les mettre au même niveau parce que c'est vraiment trois histoires en fait qui sont montées en parallèle. Au niveau des dates, même, il y a des similitudes assez frappantes. Mais il y avait de la matière sur les trois aires culturelles, quoi. On aurait pu faire, le bouquin, il aurait pu faire 3 fois la taille du bouquin. Oui, et puis après, il y a les pièges. La BD argentine, c'est du comics ou du franco-belge? Alors oui, alors il y a eu ces pièges-là. Bon, bah ça, après, j'ai essayé de regarder au cas par cas selon les auteurs. Je demandais même plutôt aux éditeurs français parce que eux avaient une réponse plus assurée, puisque c'est eux qui disent dans le catalogue français où va se trouver tel bouquin. Donc j'ai essayé de respecter la nomenclature française, enfin des éditeurs français au maximum. Ok. Et bah, en parlant d'édition, vous avez pour le coup, vous êtes mis à éditer aussi une BD par le biais du crowdfunding pour vous lancer. J'imagine que c'est un moyen de vous tester aussi le crowdfunding. Oui, après je vais laisser peut-être Nicolas parler sur ce gros projet qu'il a initié. Mais le crowdfunding, c'est plusieurs choses. Ça permet à la fois de faire une énorme visibilité pour le projet parce que ça fait en amont une publicité pour la BD. Ça permet de montrer des planches, de faire des interviews, d'avoir de la presse déjà qui commence avant que la BD ne soit sortie et même finie, parce que la BD est pas finie. Et le crowdfunding, ça permet aussi voilà, de tester, de voir qui sont les lecteurs, quels profils de lecteurs sont accrochés, sur quoi ils accrochent. Du coup, on a pu voir, parce qu'il y a un petit teaser qui a été réalisé par l'auteur, par Yohan, que le teaser avait bien marché. On a vu que certaines planches marchaient mieux que d'autres. Et donc, le crowdfunding va nous permettre aussi d'ajuster les tirages. Donc, ça, c'est très important quand on lance une bande dessinée, c'est le tirage, combien de livres on met en place dans les librairies. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Le crowdfunding, c'est un outil qui permet vraiment d'ouvrir plusieurs voies et de s'assurer que la bande dessinée sera vue et bien accompagnée. Et en tout cas, nous, c'était notre démarche, c'était de vraiment, vraiment accompagner chaque projet. Je laisse Là, Nicolas plus en parler. ouais.
Nicolas, ouais, Ouais, pour ajouter un mot, bah, nous, on a rencontré pas mal de. En fait, on rencontrait de plus en plus d'auteurs. On suivait aussi, comme on avait déjà fait un Ulule pour d'autres raisons en 2018, mais on a vu qu'il se passait quelque chose au niveau de la production de BD en crowd publishing. Sur Ulule, les stats sont là, hein, c'est passé de 500 000 euros à 4 500 000 euros de production en crowdfunding BD, hein, juste BD, hein, en 4 ans seulement. Donc maintenant, il y a une petite partie de la production en fait qui est hors circuit, en direct, en crowd publishing, alors que soit après qui va sortir pour certains projets en librairie, soit qui est en direct du coup sur Ulule ou d'autres par les particuliers. Donc moi, il y avait ce circuit-là qui m'intéressait et qui en plus sur d'autres modèles, sur d'autres secteurs qui se sont mis aussi à marcher très bien, comme dans la mode, où il y a des problématiques un peu similaires de surstock, de grosses productions, de trop d'offres, et donc voilà, le système de précommande est pertinent. Alors moi, ce que je trouve intéressant en plus, c'est de mettre la peau, que les particuliers se mettent dans la peau d'un éditeur en fait, puisque le projet, quand on le montre, bon, il est un peu plus abouti que quand on nous le présente, nous en tant qu'éditeur, même si nous on n'a pas encore énormément d'expérience, mais la BD, elle reste inachevée en fait. Moondir qu'on a lancé en avril dernier, on a eu le dossier en septembre, on a signé le contrat en décembre, mais on avait à peine 4 planches, on avait des recherches de personnages, on a rencontré l'auteur, mais qui n'avait jamais dessiné de BD, donc c'est une grosse prise de risque. Et du coup, je pense que pour une énorme prise de risque comme ça, c'est bien de se faire baquer par le public. Ouais. Après, comme a dit Thomas, c'est aussi vraiment l'opportunité d'ajuster, de calibrer le tirage, qui est le nerf de la guerre, pour essayer d'avoir une rentabilité. Et je dirais les deux autres raisons importantes de ce crowdfunding, c'est de pouvoir verser une avance sur droit décente, même très décente, à un jeune auteur, grâce à cette campagne. Grâce déjà aux préventes, mais aussi grâce en fait, là, il a du beurre dans les épinards, puisque dans la campagne, il n'a pas vendu que des BD, il a vendu des planches originales, il a vendu des ex-libris, il a vendu des petites choses qui lui sont aussi rétrocédées en fait après. Voilà, et je crois que j'avais un dernier truc à dire et j'ai oublié bien sûr. Et justement, vous lancez dans le côté édition, alors que vous êtes à la fois aussi vendeur et aussi média, ça crée pas un biais qui peut-être un peu difficile à gérer au niveau de l'équilibre? Parce que j'avoue, Moondir, j'en ai entendu parler sur Bubble, pas forcément ailleurs. Si, bah, on a. Alors, c'est encore balbutiant, hein. L'édition, si ça marche pas, ou comme vous me dire, enfin, je dirais que ça se trouve, on va arrêter d'ici 2 ans. L'idée, déjà, c'est pas trop c'est que faire des ventes événementialisées, donc pas plus de 2-3 par an, puisque on ne veut pas rajouter à la surproduction trop de production. Mais justement, nous, on veut lancer des éditions en faisant beaucoup de bruit. Vraiment à l'inverse de lancer des bouteilles à la mer. Et après, sur l'organisation chez nous, bah oui, il faut je crois que l'expression c'est les Chinese Walls. Il va falloir qu'on trouve une éthique, une déontologie pour que notre média ou pour que dans Bubble, voilà. Mais je dirais, maintenant c'est un peu le cas, hein, on va séparer de plus en plus, mais il y a Bubble. D'ailleurs, breaking news, on va lancer bubblebd.com avec un vrai nom de domaine digne de ce nom. D'ici 3 semaines, mais qui est vraiment le site commerçant. Et après, les sites médias qui vont être très indépendants, en fait. Et je prends un exemple, si un jour on édite un manga, je pense pas que Comics Blog en parlera. Là, Comics Blog a parlé de Moondir parce que c'est un roman graphique qui rentre dans le positionnement de Comics Blog, par exemple. Et justement, au niveau de Comics Blog et de 9e art, l'impression que j'avais quand vous les avez repris, notamment sur 9e art, c'est que ça allait petit à petit être intégré dans Bubble et que le site risquait de disparaître petit à petit. C'est quelque chose que vous envisagez ou pour le moment vous voulez vraiment les garder avec leur identité
propres chacun de leur côté? Thomas, je réponds. Je finirai là-dessus en plus. Ce que je disais, je vais devoir vous quitter après. Alors, on a changé d'avis. Au début, on voulait vraiment tout intégrer comme un espèce d'empire sous le nom de domaine pour aussi avoir une amélioration du référencement naturel. Et en fait, non. 9e art et Comicsblog, c'est des marques très importantes. Donc, on va garder déjà les noms de domaine et les marques. Et je pense qu'ils vont vivre sur des sites séparés. Après, les sites, il y aura de la synergie d'architecture. Peut-être que les sites vont ressembler au blog Bubble, quoi. Il y aura des ponts entre eux, il y aura des petites choses. Mais vraiment, ils vont pas être intégrés, dilués dans Bubble, c'est plus du tout l'idée, en fait. Ok. Bah Nicolas, avant que tu partes, est-ce que tu pourrais répondre à notre question marronnier? Quelle est la dernière BD qui t'est marquée dans tes lectures où tu as fait waouh? Ouais, alors ma dernière BD, c'est de Jordi Lafèvre. Ouais. C'est malgré tout. Moi, je suis un gros sentimental. Alors, les petites histoires d'amour comme ça. Et j'adore le dessin de ce mec. Moi, j'adore les beaux étés. J'adore tout ce qu'il a fait, ce dessinateur. Et c'est un peu à l'eau de rose. Et c'est vraiment une très très belle BD, je trouve. En plus, j'aime beaucoup les films comme Memento qui sont montés à l'envers. Donc là, on retrouve un peu ce scénario qui part de la fin pour remonter le fil de l'histoire. Voilà. Oui, très belle histoire d'amour. Nous, on avait adoré. Il avait eu un coup de cœur, il me semble même, tellement on avait adoré, malgré tout. Excellent choix. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui a osé mettre un veto là-dessus, mais en tout cas, Ouais. le coup de cœur était là pour Ouais. certains. On avait vraiment. Je suis sûr qu'il y a des cucus ou des choses comme ça. Bah, c'est même le côté Audro, c'est pas. Et fait pas. Ouais, ce que je disais, cucu ni niais. Il y a un côté sentimental, mais sans être niais. Ce qui, vu le sujet et vu comment il est traité, était pas une évidence, je trouve. Et puis surtout, voilà, pour un premier scénario, parce qu'on a un dessinateur qui avait pas grand chose à prouver, Ouais. il y avait ce parti pris technique du montage à l'envers, enfin, qui était vraiment pas. Il y avait une belle prise de risque et qui a payé, je trouve. Très bon bouquin. Ouais, Merci absolument. Nicolas. Merci à vous pour l'invite. C'est Voilà. super d'échanger avec vous. Bah, ça nous a fait un grand plaisir. Donc, si les gens veulent suivre ton travail, je crois que le plus simple, c'est d'aller pour le moment sur appbubble.co. C'est ça? Tout à fait. Absolument. Avant que vous ayez un vrai nom de domaine plus facile à retenir. Absolument. Ok. Merci à tous et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci Nicolas. beaucoup. Merci. Allez, ciao. Donc Thomas, je crois qu'on a un peu fait le tour en fait. Nicolas nous a lâché, mais je crois qu'on est à peu près au bout. Est-ce que mes chers collègues, vous avez des questions à poser à Thomas? Quelle est la dernière découverte BD de Thomas? Bah voilà. Oui. Attends, je reviens juste un instant sur ce que disait Nicolas sur les médias. Ouais. Donc effectivement, ce qu'il disait sur la séparation, c'est que justement le fait que tout l'éditorial de Bubble va se déplacer sur 9e art et sur ce site qui va être 9e art, ça va permettre justement de mieux bosser cette séparation. Et du coup, pour les projets qu'on lance nous, c'est comme pour Moundir, on va essayer de faire attention justement à comment on le présente. C'est-à-dire que quand on a présenté le crowdfunding, on présentait le crowdfunding, on n'a pas fait une chronique en disant bah, c'est une BD géniale, achetez ça, c'est le conseil de la rédaction. On a présenté ça comme un produit de chez Bubble. Et donc pour les prochains projets éditoriaux, on va faire pareil évidemment. Pour mon bouquin ici, on a fait pareil évidemment. On l'a pas chroniqué du tout, on l'a pas mis en avant d'une manière éditoriale. C'est ça que je voulais dire. Après, disons que ton livre aurait eu plus de sens à être mis en avant éditorialement par la structure, parce que quelque part, on reste dans un livre de conseil. T'es pas dans une forme de concurrence frontale avec... ça pouvait être considéré comme une sorte de résumé éditorial des articles que tu as pu faire. Tu vois, ça aurait pu avoir ce côté-là. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un exemple à part, mais pour le dire pour les prochains, en tout cas, on va essayer de bosser sur ça et d'essayer d'être assez éthique sur ce côté-là, quoi. Et d'ailleurs, vous avez un site comics, vous avez un site BD et un site manga pour les rejoindre. En fait, le site 9e art fait BD Comics Manga en réalité. Ouais. C'est sûr que Comics Blog fait que comics, donc ça prend plus de place. Mais 9e art, et comme sur Bubble, ce que je faisais avant, il y a toujours eu de la BD, du comics et du manga à part égale. Donc ce qui va se passer, c'est que sur 9e art, je ferai BD et manga vraiment dominants et un petit peu moins de comics qu'à l'accoutumée. Mais on restera très éclectique et on chronique les sorties manga, bien sûr.
comme Oui. les autres. Plutôt parler des grosses annonces autour du comics, un peu plus généralistes sur 9e art, et être dans les trucs un peu genre le nouveau run sur X-Men, on va plutôt en parler dans Comics Blog, quoi. Ouais, en fait, sur Comics Blog, surtout, c'est qu'ils parlent de toute l'industrie. Ils vont parler des films, des séries, des choses comme ça. Nous, sur 9e art Bubble, on le fait un petit peu moins, exceptionnellement, quand il y a des gros trucs. Par exemple, les lancements des Disney Plus ou The Boys, parce que ça nous a plu. J'en ai fait des petites news. Mais effectivement, c'est la partie un peu industrie qu'on va moins traiter, quoi. Ça me fait penser qu'on est mercredi, qu'il y a un truc qui est sorti sur Disney Plus aujourd'hui que j'ai pas encore regardé. Euh, Moi, c'est fait. c'est fait. Ah, salaud, faut que j'aille voir Loki. Et donc Thomas, t'as ta BD découverte, c'est la dernière, qui t'a fait faire Ah waouh. bah, le dernier gros coup de cœur, waouh, que j'adore, c'est Kaiju Max des Undercanon chez Bliss. Je sais pas si vous avez lu ça, mais c'est le tome 2 en fait qui vient de sortir là. Ouais. C'est une traduction américaine. Ce sont des intégrales en fait de plusieurs comics en fait qui fonctionnent par saison. Et donc en gros l'idée c'est que ce sont des kaiju, des monstres géants japonais qui se retrouvent dans une prison. Donc c'est vraiment ambiance Oz, enfin, ambiance prison malsaine, trafic de drogue, coups bas, clan. Enfin vraiment c'est assez violent. Et du coup, c'est assez cool parce qu'il y a voilà, il y a des monstres géants, il y a des Sentai, il y a tout le folklore japonais qui est là-dedans. Et dans le premier bouquin, on suivait la prison des bestioles masculines. Et là, on est dans la prison pour femmes, enfin des bestioles plutôt assimilées femmes. Et du coup, l'auteur explore vraiment tous ces thèmes sociétaux. Du coup, il prend pas de gants, pas de, enfin, il fait vraiment, il va au fond des choses. Ça parle vraiment de la prison. Ça parle de qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans un univers carcéral, d'être exclu de la société, et souvent pour des choses bêtes comme l'apparence. Du coup, évidemment, tout de suite, on se dit ah oui, on comprend qu'il y a des parallèles assez évidents avec les États-Unis. Et du coup, tout ça avec un univers ultra coloré. Ultra punchy, graphiquement c'est génial, ça pète de partout, il y a des références à des films de partout. L'éditeur français met un peu un petit postface avec un petit mot de l'auteur qui donne des références, qui donne des films ou des livres à lire. Mais en tout cas, ouais, ça pète et c'est vraiment très cool. Eh ben, merci beaucoup Thomas. C'était un plaisir de discuter avec toi et Nicolas. Donc on peut vous retrouver sur le site de Bubble, sur l'application Bubble. Par exemple, dans toutes les prochaines émissions qu'on va faire, vous cliquez sur la couverture d'une BD et vous arriverez chez eux. Voilà, et vous nous ferez gagner des sous, c'est ce qui est bien aussi. Voilà, et puis si vous commandez à Aix-en-Provence, vous pouvez même faire gagner des sous à Guillaume, ce qui est encore mieux. Bref, Si. bah oui, non mais voilà. Même si vous habitez très loin, allez à Aix-en-Provence. Donc merci beaucoup, c'était un plaisir. Et puis bah nous, bah, on se retrouve bientôt sur Bubble parce qu'effectivement, je pense que je vais vous embêter à vous rentrer plein de BD dans votre application. Parce Bah, avec que plaisir. voilà. C'est pour quand les fascicules? Parce que je crois que je vais pas les rentrer de suite. Les fascicules de Alors, comics. les fascicules, il n'y a pas de date programmée hein, pour le Ouais. moment. On commence à rentrer certaines collections. Il y a des collections qui ont été rentrées, des Star Wars, certaines collections d'ici, mais en fait, c'est vraiment au cas par cas. Et comme disait Nicolas, en fait, on a besoin des EAN, en fait, d'un identifiant unique que les fascicules ne possèdent pas. Donc, en fait, on va devoir créer, nous, notre propre architecture, ce que font BDGest. Ils ont pas un Et, ISBN depuis et- peu? alors, Alors, les en nouveaux, oui, fait, c'est pour ça si. qu'on en rentre. Voilà, c'est pour ça qu'on rentre les nouveaux. Ouais. Mais pareil pour les revues. Maintenant, les revues qui sont vendues en librairie, donc Les les MOOC, revues ouais. qu'on peut acheter à la BDI, ben, les MOOC, les choses comme ça. Donc nous, on les rentre, on les catalogue, on affiche même les sorties, etc. Mais c'est tout ce qui est ancien qui n'avait pas ce système-là. Ouais, parce que Après, je je sais que... sais pas à partir de quand tu comptes ancien, mais tout ce qui est fascicule français, Marvel et DC, chez jusqu'à au moins 10 ans, quand on a ouvert, ils avaient, enfin Marvel pas toujours, remarque, mais la plupart avaient un ISBN différent. C'est juste que tu avais un commun qui était utilisé en kiosque et les libraires avaient Oui, il y a un code barre à un EAN l'intérieur. différent qui était à l'intérieur. Je te raconte pas le bordel pendant les inventaires Ouais. d'ailleurs. Mais Oui. oui, et là, il y a 3 ans maintenant, je crois,
Hachette a récupéré la distribution de tout ce qui est Panini en fascicule. Et t'as même le code barre sur la couverture maintenant qui est unique. Par contre, chez Urban, c'est toujours à l'intérieur, mais ils ont un code unique. Ouais, c'est pour ça que les plus récents, c'est un peu mieux. Mais du coup, oui, on bosse sur ça. C'est vraiment dans les objectifs à moyen terme. Mais pour le moment, je peux pas donner de date sur ça. Mais en tout cas, on y bosse. Et par exemple, jusqu'à il y a pas longtemps, on pouvait pas choisir son édition. Par exemple, si voilà, j'ai un donjon première édition ou dernière édition, si j'ai un Astérix avec une couve un peu différente ou pas. Du coup, jusqu'à maintenant, on pouvait pas le faire. Et ça y est, maintenant, là, depuis peu, on peut le faire. Donc, quand Ouais, j'ai vous êtes vu dans ça. votre collection, vous pouvez dire, voilà, je peux choisir la version que j'ai, quoi. Oui, c'est-à-dire Ça, que c'est top. Et c'est vous devenez un peu plus collectionneur pour le coup. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on y va par petits pas et on veut vraiment faire les choses bien. Donc, c'est pour ça qu'on se précipite pas. Les gens qui nous posent des questions, on le dit vraiment dès le début que nous, on essaye d'être orienté le plus pratique possible par rapport à des apps ou des sites qui sont vraiment plus exhaustifs. Par exemple, on n'ira pas vers la figurine tout de suite, on n'ira pas vers les choses comme ça. Mais du coup, voilà, on y va par petits pas et les fascicules, c'est dans la ligne de mire. Parce qu'évidemment, le comic, c'est important pour nous. Mais voilà, on n'a pas d'échéance encore. Vous devez avoir une Ouais, sacrée c'est to-do list. important au niveau de l'interface de rester sur quelque chose de très facile et de très lisible pour drainer un maximum de monde, hein. Les collectionneurs qui vont effectivement vouloir le truc ultra précis, ça va relever une frange un petit peu plus courte sans doute. C'est important de garder quand même cette facilité d'accès. Très honnêtement, moi, c'est ce qui m'a fait partir de BDGest, hein. Mhm. Et j'ai pas eu l'occasion de poser la question à Nicolas avant qu'il s'en aille, mais il y avait dans les tuyaux, je sais pas si c'est toujours le cas, possibilité de créer des événements pour les partenaires, pour que du coup les utilisateurs aient un agenda de ce qui se passe autour d'eux. Alors oui, ça c'est aussi dans les tuyaux. C'est bah là pareil, on n'a pas de date exactement, mais l'idée c'est de mettre en valeur tous les libraires partenaires. Donc déjà sur Bubble, chaque librairie a une page libraire avec toutes les infos, la localisation, une photo. Et depuis peu, il y a un nouveau service. On peut regarder ce qu'il y a dans le catalogue de la librairie directement. C'est-à-dire que sur Bubble, on peut prendre n'importe quelle BD et regarder si elle est dispo dans sa librairie préférée ou chez un libraire près de chez soi, dans les partenaires. Mais maintenant, on peut aussi consulter le stock de la librairie directement sur la page de la librairie sur Bubble. Ouais, Donc enfin, on essaie ça d'avancer demande, sur ça aussi. ça demande que les libraires aient bien fait leur boulot, hein, c'est pas évident. Non, mais en Guillaume. fait, on est connecté avec eux sur les stocks parce que pour pouvoir faire les réservations, on n'a pas le choix. Il Oui. faut qu'on sache s'il y a vraiment le stock. Donc il y a une synchronisation des stocks qui est faite. Après, bon, je rentre pas dans la technique, mais en tout cas, les libraires bossent bien avec nous pour que ça soit à jour, quoi. Il faut pas qu'il y ait un client qui ait pris un truc rangé quelque part et qui l'ait reposé dans un autre en vrac, dans un coin. Hein, parce qu'après, ils ont du mal à trouver les Sans libraires. commentaire. Hein. Voilà, je le sais, ça m'est arrivé de chercher des trucs que vous aviez en stock et que vous trouviez pas. Ouais. Merci beaucoup, Thomas, encore. Et puis, bon courage pour toutes les to-do list que vous devez avoir, qui m'ont l'air assez énormes. Et en tout cas, Une application de to-do list, ouais. merci pour ce beau projet. Nous, enfin voilà, moi je suis ravi de m'être affilié plutôt avec vous parce que je trouve votre projet effectivement encore à peaufiner, mais déjà par rapport à la première fois que je m'y étais intéressé, qui a fait un très joli bond en avant. Voilà, à très bientôt, merci de nous avoir écoutés, et on se retrouve sans doute bientôt pour une prochaine émission, peut-être standard, ce sera peut-être la dernière de la saison, on verra ça. Merci, au revoir à tout le monde, ciao ciao. Et Bye Merci. bye. Salut. She's never for the face off. Bad luck, she's a cute girl. At the party and on the back blues. She puts him back with a show. A promotion, that's a good job. And Johnny is picking up. Things and she's this collected. La Voix des Bulles présente la masturbation séquentielle de votre AirTag Dental ventral. T'as forêt. Ouais. Voilà. En même temps, ça fait combien d'années que je l'ai pas faite celle-là? Ouais, je sais. Bon, Je me rappelle. Je te présente la Ouais, Splash Page. merci. Vas-y. Johnny Ross, a lovely baby girl.
La voix des bulles présente. Je vais la faire 3e fois. Teenage mom, but now she wanna work. Jenny goes to her husband. No reply, the answer hurts. Tears and sobbing, and in the end, Jenny's La voix des bulles présente la splash page. C'est une Ça va blague. pas être- Ouais, c'est une blague, ça va pas être... Je suis désolé. untouchable. She disconnected, vanished, come on, up in a bubble. Untouchable, untouchable. On la rajoutera en post-prod. Ouais, j'allais dire, on va le faire comme ça.